Du coup, on va enchaîner avec cette première table ronde, Vivons d'air pur et d'eau fraîche, avec Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, Frédéric Verdaven, directeur général adjoint de Nexity, Henri Land, directeur général de la Fondation Good Planet, et Hugo Meunier, président fondateur de Merci Raymond. Alors, est-ce que, peut-être on est à Paris, vivons d'air pur et d'eau fraîche, est-ce qu'on peut commencer avec cette question un petit peu naïve? Est-ce que c'est possible de vivre d'air pur à Paris? Et comment est-ce que vous rendez ça possible, chacun dans votre domaine? Corinne, peut-être, pour commencer. Bonjour. Quand on vient de se faire convoquer par la Commission européenne pour nous s'entendre dire qu'on est des cancres, je ne vais pas vous dire que la situation est absolument merveilleuse. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut être améliorée? Oui, bien sûr. C'est une question qui est liée au transport, qui est liée au chauffage. Je pense qu'on parlera de là avec mon voisin de la rénovation des bâtiments. On peut aussi faire beaucoup mieux sur la place de la nature en ville. Alors, ça paraît un peu curieux de dire la nature en ville parce qu'on est une ville qui, finalement, il y a des parcs, il y a des jardins à Paris, mais c'est quand même très peu végétalisé. Les toits végétalisés, il n'y en a pratiquement pas. Les façades végétalisées, pas beaucoup. Il existe aujourd'hui des plantes qui dépolluent, ne sont pas très utilisées non plus. Et essayer de... Alors, il y a toute la question qui est annexe, mais quand même pour moi qui est très importante, de l'usage des pesticides. Ça, c'est dans un certain nombre de villes comme Paris, c'est une question qui est en passe d'être résolue parce qu'on ne les utilise plus. Mais concevoir autrement nos espaces verts pour laisser plus de place vraiment à la nature, plus qu'à du gazon qui n'a pas beaucoup de signification. Développer les jardins partagés. Voilà, c'est toute une série de choses qu'on pourrait faire et qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il y a un certain nombre de villes qui le font, d'ailleurs, dans le monde, y compris de très grandes villes. Hein. Et puis, le rapport à l'eau, donc là aussi, c'est pas directement le sujet, mais quand même dire un mot. Il y a des villes comme Munich ou New York qui ont décidé d'avoir une alimentation en eau avec... beaucoup moins de techniques, tout simplement en passant des contrats avec les agriculteurs qui sont sur les sources d'eau, de manière à ce qu'il y ait une agriculture biologique et plus du tout de pesticides, ce qui permet d'avoir un système qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus valorisable, et qui permet aussi de développer une agriculture de proximité. Voilà, donc c'est des choses qui se pensent de manière globale, et on est au début d'une vraie transformation des villes, à mon sens. Végétaliser, optimiser, valoriser. Hugo, c'est ce que vous défendez aussi avec Merci Raymond. Exactement. Merci Raymond, c'est un collectif de jardiniers urbains et créatifs. L'enjeu de la créativité à travers ce message-là, c'est que c'est un message qui est universel, qui met tout le monde d'accord. Je pense que dans la salle, personne ne dira non, ça manque de plantes dans les villes. Si on rebondit sur ce que disait Corinne Lepage, effectivement, il y a des rapports de l'OMS qui sont sortis, qui montrent que depuis 20 ans, le nombre de maladies a augmenté dans les villes. Donc, aujourd'hui, vivre d'amour et d'eau fraîche en ville, c'est compliqué. Par contre, on peut se projeter et de se dire, on a en tête toutes ces belles 3D d'architectes qui montrent que les villes vertes arrivent. Il y a un rapport du MIT qui montre que Paris est une des villes les moins vertes au monde, avec 8,8% d'espaces verts, là où Montréal en montre 25%. Donc on a tendance à se dire, il faut jardiner, il faut stimuler la main verte des urbains. Il y a une question qu'on peut poser dans la salle, c'est savoir qui jardine aujourd'hui à Paris. Je pense qu'on ne va pas être très nombreux, malheureusement. Et c'est effectivement l'enjeu de se dire, demain, tout le monde doit végétaliser, tout le monde doit jardiner sa ville, parce que ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont investir énormément d'argent là-dedans, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, si on veut avoir notre ville verte demain, il faut se mettre à jardiner dans la rue. Voilà. Alors la question effectivement du modèle économique de ces fameuses villes vertes, on en a parlé avec Frédéric en préparation de cette table ronde, puisqu'effectivement, vous me disiez, Frédéric, que l'écologie finalement c'est quelque chose, sur une chose sur laquelle tout le monde s'accorde à dire que c'est important. Le problème, c'est un petit peu quand il faut passer à la caisse. Qu'est-ce que vous défendez avec Nexity? Comment est-ce que vous réglez ce problème-là à votre niveau?
Nous, notre métier, c'est l'immobilier. Et en fait, quand on parle d'immobilier, on parle à la fois d'habitat ancien et d'habitat neuf. Et on parle d'habitat collectif et d'habitat individuel. Si on parle de l'habitat neuf, c'est assez simple. Madame Lepage l'a dit. La végétalisation, c'est un élément essentiel, ne serait-ce que pour rafraîchir l'air dans les endroits où on vit. Mais moi, il faut prendre conscience du fait que l'air que l'on respire à l'intérieur de chez soi est 5 à 10 fois plus pollué que l'air qu'on respire à l'extérieur de chez soi. Alors qu'on passe 80% de son temps dans des espaces clos. Donc notre boulot à nous, de professionnels de l'immobilier, c'est de construire différemment et de construire avec des matériaux et des dispositifs qui permettent peut-être de diminuer cette pollution intérieure. Deuxième élément qui est essentiel pour moi aussi, on en a parlé un petit peu avec Madame Lepage, c'est ce qu'on appelle les mobilités décarbonées. Et quand on parle de mobilité décarbonée, on parle d'électrique, on parle de modes de locomotion qui sont un peu différents, mais on a une problématique qui est celle des parkings. Qu'est-ce qu'on fait des parkings dans des villes comme Paris? Au fond, le parking ne sert plus à grand-chose. On pourrait imaginer que le parking devienne la solution, ce que moi j'appelle la logistique du dernier kilomètre. Au fond, c'est une espèce de plateforme de service dans lequel on pourrait venir plugger sa trottinette électrique, trouver d'autres solutions de mobilité, partager des solutions de mobilité. Ça, c'est très important. Et le troisième point sur le neuf, qui est essentiel pour moi, sur l'immobilier neuf, c'est de construire en se posant la question de ce qu'on va faire après. Une fois qu'on aura utilisé, il y aura une première vie du logement. Je crois que le bâtiment, ça produit 43 millions de tonnes de déchets, on n'en retraite que 3,3 tonnes. Donc c'est énorme. Et au fond, il faut d'ores et déjà construire avec des procédés constructifs en se disant demain, je vais faire autre chose de ce que j'ai construit aujourd'hui. Ça, c'est sur le neuf. Si vous permettez, je vous parle 2 mots de l'ancien et je développerai après si vous le souhaitez. On parle tout le temps du neuf en se disant, voilà, les constructions neuves, il faut qu'on fasse ceci, il faut faire ça. Le neuf, c'est entre 200 et 300 000 logements par an. L'ancien, c'est 9 millions de copropriétés. C'est 9 millions d'espaces où les gens vivent ensemble. Alors l'écologie, tout le monde a le sens de l'écologie. La problématique, c'est maintenant comment on fait qu'au quotidien, les gens se disent, c'est aussi possible pour moi. Notre job, à nous, c'est de rendre les choses possibles et de les rendre accessibles. Et lorsqu'on parle de copropriété, on parle de rénovation énergétique. Et la problématique majeure de la rénovation énergétique, elle n'est pas technique. Vous savez, c'est quoi la problématique majeure de la rénovation énergétique? C'est la solvabilité. La solvabilité, c'est-à-dire la capacité financière des citoyens français et de nos clients de faire les travaux qui pourront réduire de manière massive les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2. L'enjeu est là. Et c'est un enjeu qui est presque militant, dirais-je. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête sans cesse de parler de l'écologie au sens général du terme. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut rentrer dans le dur, aller sur le terrain et se rendre compte de ce qu'est la réalité des gens au quotidien. Et ça, c'est notre job, pas seulement à nous, mais c'est aussi notre job. Et le politique a un rôle majeur, notamment en nous aidant avec des politiques stables, fiscales et de financement, pour qu'on puisse nous accompagner les gens au quotidien. Henri, c'est quelque chose que vous défendez aussi avec la Fondation Good Planet, rendre finalement ce défi mondial de l'écologie peut-être un peu plus tangible, un peu plus concret pour les citoyens d'aujourd'hui et de demain? Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on essaie de rendre plus concret, plus tangible. Pour revenir sur Paris, alors je vais faire un petit coup de pub, mais c'est justement très pertinent parce que dans le bois de Boulogne, le domaine de Longchamp est notre siège et tous les week-ends, et on rouvre en mars, on est fermé pendant les mois d'hiver, on rouvre en mars, le 10 mars, on accueille le grand public gratuitement avec un potager, jardin en permaculture, exposition photo, et on a des ateliers où on apprend justement à mettre ses mains dans le cambouis, ou plutôt ses mains dans la terre, apprendre à jardiner, apprendre ce que c'est la permaculture et comprendre toutes les innovations, mais naturelles, qui vont avec cela, pour réaliser que ce n'est pas quelque chose de difficile, et surtout ça redonne du bonheur, et c'est un petit peu et du lien social. On est dans une période difficile. Je ne suis pas nécessairement très optimiste sur notre capacité à rester sous les 2 degrés, sur notre capacité à inverser rapidement la tendance sur la perte de la biodiversité, mais agir rend heureux. C'est un petit peu le slogan à la Fondation Good Planet, c'est ce que dit Yann Arthus Bertrand, qui est son président, et c'est ce que je dis aussi, c'est que quand on commence à faire ça, les rétroactions positives, tout ce qui est imprévu en ce qui concerne les effets positifs de s'engager et de créer des dynamiques intéressantes au niveau local, au niveau mondial, pour revenir au début de votre question, ça peut avoir un impact très positif. Donc, une chose sur laquelle j'aimerais insister, parce que un peu le thème, c'est l'innovation du Mali Keynote, c'est l'innovation, elle n'est pas toujours seulement technologique.
il y a, par exemple, si on va parler de l'agriculture et produire autrement, il y a une place pour l'agriculture connectée, pour mesurer un petit peu l'impact d'une meilleure fertilité des sols et pour faciliter le travail des paysans dans certaines conditions, c'est sûr. Mais beaucoup des innovations sont plutôt sociales et même organisationnelles. C'est vraiment une question de comment est-ce que les gens se retrouvent autour d'eux et de projets locaux. Et d'ailleurs, je vous invite, si on va parler très précisément d'agroécologie et de permaculture, et nous sommes d'accord pour dire que cela a un rôle fondamental dans comment on commence à manger dans 30 ans. Enfin, non, je dis aujourd'hui, mais dans 30 ans, j'ai écouté la table ronde de juste avant, on disait que dans 30 ans, plus personne ne conduira de voiture. J'espère que dans 30 ans, ça sera majoritairement de la permaculture et de l'agroécologie aussi dans nos sociétés. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de chiffre qui dit que l'agriculture conventionnelle a réussi à nourrir le monde. Donc là, quand on m'oppose un petit peu ce postulat-là, je dis toujours, montrez-moi le contraire, on a presque 1 milliard de personnes qui sont mal nourries, etc. Ce qui veut dire mauvaise qualité de l'air et mauvaise qualité de l'eau derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de comment on s'organise entre nous pour comprendre quel contrat on signe avec les paysans, avec ceux qui veulent aussi produire la nourriture localement. Et l'extension scientifique de l'agroécologie et de la permaculture, ce n'est pas une innovation technologique, c'est des échanges de bonnes pratiques entre ceux qui le font, entre les agriculteurs. C'est-à-dire que, et le gourou d'ailleurs de l'agroécologie aux États-Unis, il n'est pas très bien entendu là-bas, il est plutôt étudié en France et en Europe, mais parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas encore sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le développement de l'agroécologie dans le débat national. Mais un monsieur qui s'appelle Miguel Altieri, qui est un professeur à UC Berkeley, qui est aussi agroécologiste lui-même, il insiste là-dessus, la productivité de l'agroécologie qu'il a étudiée notamment à Cuba, qui a été coupée du monde, et on voit pourquoi donc ils ont été obligés de faire de l'agroécologie dans les villes, mais aussi dans la ruralité. Ils ont réalisé que la productivité était beaucoup plus que l'agriculture conventionnelle quand on regardait qui pouvait se nourrir ensuite. Donc regardez un petit peu ce qu'il a écrit, et ce sur quoi il insiste, c'est que l'innovation, elle est sociétale, et sociale, c'est quand les agriculteurs sont dès le départ dans le débat sur comment mettre en œuvre la politique publique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste, et sur lequel on insiste à la Fondation Good Planet, et on a plusieurs projets sur l'agroécologie, l'agroforesterie et la qualité de l'eau, sur lesquels je reviendrai, je ne vais pas prendre trop de temps en intro. Alors, effectivement, on parle beaucoup d'agriculture urbaine en ce moment. Vous avez évoqué, Corinne Lepage, tout ce qui est végétalisation de l'immobilier, des espaces publics. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement comme action concrète pour ramener cette nature dans la ville qu'on a tendance à un petit peu oublier ? Hugo ? Alors, déjà, en termes pour rebondir sur les innovations dans le secteur de la révolution verte, on a un énorme retard. Si on regarde la révolution numérique, ça fait plus de 30 ans qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font dans ce secteur-là. Donc il y a déjà l'enjeu de stimuler les innovateurs de demain et les amener sur ce terrain-là pour pouvoir avoir une vision qui ira effectivement sur l'agroécologie, la permaculture, qui sont des sujets clés, mais pas que, sur aussi les méthodes d'habitat ou les manières, les politiques publiques pour faire avancer le débat parlementaire et législatif. Ensuite, sur l'aspect de la végétalisation des villes et l'agriculture urbaine, il y a des choses qui sont faites. Les politiques publiques le mettent en place. Le pariculteur, où ils ont comme objectif de plus de 100 hectares d'ici 2030. Après, concrètement, au quotidien, dans les villes, ça reste compliqué. Il y a des permis de végétaliser qui nous incitent demain à prendre un espace public et pouvoir jardiner, avoir son petit potager. Maintenant, ça doit se mettre en place à l'échelle de promoteurs immobiliers, à plus grande échelle en fait, d'un point de vue urbanistique. Nous, avec Merci Raymond, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des banlieues. Donc là, on a travaillé notamment avec la Grande Borne, qui est une cité dans le sud de Paris, qui est très délicate, très difficile. Et si on regarde le sujet des banlieues, c'est des terrains finalement qui sont très bétonnés. Et il y a un facteur de création de liens sociaux et de diminuer la délinquance à travers le jardinage, l'agriculture, et du coup de retrouver confiance en soi en devenant acteur, pour rejoindre ce que disait la possibilité de devenir, c'est en faisant qu'on devient heureux. Je donnerai un exemple simple. Il y a beaucoup de cours dans Paris, beaucoup d'immeubles qui ont des cours. Si on partait du principe que chacune de ces cours devient un lieu de jardinage, on n'est pas obligé de casser les structures. On peut tout simplement mettre des bacs de terre avec une surface de terre suffisante
et on y va. Ça, c'est quelque chose de simple. Les balcons aussi peuvent être utilisés. Donc, voilà, ça, c'est à la disposition des copropriétés pour les cours et des balcons pour les personnes qui en ont. Je ne parle même pas des terrasses, mais de simples balcons. On peut avoir des petites herbes pour la salade, on peut faire des choses très simples. Alors vous allez me dire, c'est très modeste, oui, mais enfin, si on fait ça à l'échelle de la ville de Paris, ça deviendra nettement plus important. Et puis peut-être pour les trottoirs qui sont très larges, parce qu'on a des avenues, on a des rues étroites, on a des avenues avec des trottoirs très larges, peut-être garder une place de bitume et puis une partie pour cultiver. Regardez les expériences des incroyables comestibles, par exemple. Bon, c'est des choses, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. On peut peut-être définir en 2 mots. C'est une association qui a monté ça, qui est vraiment du jardinage en ville à disposition de tout le monde. Donc, quand vous pouvez cueillir les légumes, les fruits qui poussent, c'est mis à la disposition de tout un chacun. Voilà, c'est du partage pur et simple, vraiment tout à fait gratuit, sauf pour ceux qui ont fait le travail, évidemment, de les faire pousser. Mais c'est pour montrer qu'il y a une autre manière aussi, un autre rapport à la ville. Et puis, peut-être, dans un deuxième temps, toutes les rivières qui ont été enterrées, on en a beaucoup, de les redécouvrir et puis de voir ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire laisser une plus grande place à la nature elle-même dans la ville qu'on ne le fait aujourd'hui. Juste pour rebondir, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que c'est vrai que c'est vraiment les citoyens qui ont ce besoin-là. Et on voit, nous, on est une génération qui n'a pas forcément grandi à la campagne, et on a ce besoin de nature. Avec l'exode rural, il y en a qui n'ont jamais connu la nature, et on voit tout un phénomène de ces néo-ruraux qui vont s'installer à la campagne, qui vont vivre du coup et développer des micro-fermes, mais qui finalement se sentent très loin de cet espace de vie, parce que ça manque le dynamisme d'une ville, et donc qui cherchent à quitter les villes. Sauf que finalement, c'est pas le modèle de la ville qu'il faut imposer à la campagne, mais c'est le modèle de la campagne qu'il faut imposer à la ville. Et donc peut-être qu'ils peuvent agir localement dans les villes pour pouvoir jardiner, effectivement, faire des balcons. Vous faites écho effectivement à cette urbanisation galopante qui a eu lieu ces dernières dizaines d'années. En ce moment, on voit revenir effectivement des urbains à des modes de vie un petit peu différents, s'éloigner des centres urbains. Il y a aussi des nouveaux modes de travail qui permettent justement de s'éloigner un petit peu des centres-villes. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on ait le phénomène exactement inverse, finalement, revenir à ce mode de vie peut-être non urbain ou moins urbain voire en pleine campagne? Frédéric, c'est quelque chose que vous envisagez? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je vais vous dire qu'au fond, un groupe comme Nexity, il pourrait être un groupe arrogant. Il pourrait l'être. On est le numéro 1 français de l'immobilier. Et au fond, c'est tout le contraire. Parce qu'on se rend compte que quand on est face à des problématiques de cette nature, savoir y répondre, c'est d'abord avoir de l'humilité. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos façons de nous organiser, nos façons de travailler nos offres, et notamment nos réflexions sur l'urbanisme et nos réflexions sur les programmes qu'on met en œuvre, on s'est dit, on va arrêter de travailler seul. Et on a travaillé à la construction d'écosystèmes. Alors le thème il tombe bien, je trouve, par rapport à ce qu'on est en train de se dire. L'écosystème, il est composé, bien sûr, des collaborateurs et des compétences de notre entreprise, mais on va aussi chercher les compétences de start-up, on va chercher les compétences de gens comme mes voisins, à un moment ou à un autre, qui vont nous expliquer. Nous, on a une vision différente de ce qu'est l'urbanité ou ce qu'est la façon de vivre ensemble. On travaille aussi avec des millénials, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a aussi des générations qui ont des paradigmes différents. On l'a bien vu. La façon de vivre de nos parents, la nôtre, celle des gens qui ont 25 ans, certainement dans cette salle, ont une vision du monde qui est différente de la nôtre. Il faut faire l'agrégation de tout ça, il faut faire l'alchimie de tout ça. Et le dernier élément, ce qu'on fait, c'est surtout on travaille à la construction des offres et à nos réflexions avec des clients, ou des futurs clients, ou tout simplement avec des citoyens. Donc je me dis, je ne sais pas complètement répondre à votre question, mais ma façon d'y répondre, c'est de vous dire que ça a aussi changé complètement nos façons de penser nos organisations et de penser nos façons de manager et de construire les choses. Donc on n'est plus dans un mode où on pousse, on est dans un mode où au fond, on y va à bâton rompu, sans avoir forcément d'avoir une idée finie de ce que va être le produit à la sortie. Et ça, c'est une vraie révolution dans nos façons de penser, dans des groupes comme le nôtre. Et c'est la seule façon pour nous d'être au plus près de la réponse aux problématiques des clients qu'on rencontre. Et la problématique qui sont des problématiques citoyennes et sociétales.
il faut constamment s'adapter finalement à ce que veulent les citoyens. Et je pense que ça, Henri, vous allez pouvoir nous en dire un mot. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà savoir ce que voudront les citoyens peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans pour les prochaines générations? Je ne vais pas prétendre dire ce que veulent tous les citoyens, mais je peux dire déjà ce que je veux moi. Je veux dire, les besoins fondamentaux, on les perçoit différemment selon où on vit et dans quel pays, dans quel territoire, au sein d'un même pays. Les inégalités liées aussi à la dégradation de l'environnement et la pollution, on commence à en parler de plus en plus. Donc ça remet tout de suite cette question-là dans le débat. Ça va me permettre de répondre aussi sur la question de cette dimension ruralité et urbanisation en même temps que sur ce que veulent les citoyens, parce que il y a la problématique de comment est-ce que dans des territoires, si on prend l'Île-de-France ou d'autres territoires en France où on est un pays davantage industrialisé, on est en train de parler de beaucoup de personnes qui vivent dans la ville, qui souhaitent retourner à la campagne, etc. Je suis intéressé par est-ce que dans 20 ans, cette opposition entre rural et urbain devient obsolète finalement. Parce que est-ce que les citoyens justement qui vivent en ville, est-ce qu'on va vouloir continuer à vivre jusqu'à ce qu'on se dise j'en peux plus de la ville, j'ai besoin de repartir en vacances, je pars à la campagne. Je travaille avec des éleveurs en Auvergne qui me disent moi je pars pas en vacances, j'en ai pas besoin. Même si toute la problématique de l'amélioration de la qualité de vie des paysans et des agriculteurs est cruciale. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de vivre de manière un peu absurde à toujours se dire on se concentre dans la ville, l'urbanisation c'est une réalité quoi qu'il arrive, et on sait qu'on a besoin de nature, et ce contact avec la nature, avec la terre, avec la campagne entre guillemets, c'est quelque chose qui fait du bien tout simplement. Là, les rapports montrent en termes de qualité de l'air et qualité de l'eau que c'est quelque chose qui coûte cher, etc. On est rentré par le prisme économique, encore une fois, pour essayer de parler aux décideurs. À un moment donné, il faudrait quand même essayer de remettre les indicateurs de bien-être au cœur de la politique publique, au lieu de d'abord penser à PIB et d'abord penser à croissance telle qu'on l'a définie de manière classique à partir des années 30 et puis 40, et de changer totalement les indicateurs qui sont les boussoles du développement. Maintenant, il y a la problématique aussi dans les pays en voie de développement, entre guillemets, ce qui d'ailleurs aussi est un terme qui n'a aucun sens, étant donné qu'on est en train de remettre en question notre développement dans les pays développés, et les pays en voie de développement donc ne seraient sur le même niveau que nous en ce qui concerne un développement vers une société beaucoup plus écologique et juste et solidaire. Là, l'urbanisation est encore plus un sujet, parce qu'on dit que c'est surtout là où elle va augmenter l'urbanisation, et c'est à cause de cela qu'en 2050, on aurait 3/4 de la population mondiale en ville. Si on construit les villes comme on les a construites dans les pays occidentaux, sans apprendre des erreurs que nous avons faites, là on est mal. Et c'est pour ça que d'ailleurs à la Fondation Google Planet, ce qu'on essaye de faire, c'est sensibiliser autour des questions environnementales en France à travers nombreux projets pédagogiques, à travers le lieu du domaine de Longchamp. Mais on a aussi des projets dans les pays en voie de développement où on travaille sur justement l'agroforesterie et l'agroécologie, sur l'amélioration de la qualité de l'air, notamment intérieur, en installant par exemple des réservoirs à biogaz dans des villages ruraux indiennes pour pas que les familles, et surtout les femmes d'ailleurs, soient obligées de faire des kilomètres pour aller chercher du bois pour faire du feu, ou utiliser du kérosène ou du gaz naturel pour faire le chauffage de l'eau sanitaire et de cuisson. Et donc les réservoirs à biogaz que nous installons, c'est une énergie renouvelable qui non seulement évite des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi améliore la qualité de l'air intérieur. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une responsabilité de voir comment nous vivons ici différemment, et ne plus penser, il y a la ruralité, il y a l'urbain, et la connexion entre les deux, et un peu plus de chacun dans les deux, c'est pour demain, c'est pour aujourd'hui, il faut faire cela, mais aussi reconnaître qu'il faut avoir une discussion très honnête avec comment les entreprises et les autorités de ces pays-là discutent et mettent en place des projets dans les pays qui vont être vraiment la clé de si on réussit ou pas à maintenir notre planète, notre habitat, notre maison habitable en fait. Alors, effectivement, parce que ça, on n'en a pas parlé, on parle beaucoup du rôle des pouvoirs publics, mais est-ce qu'il ne faut pas décentraliser finalement la prise de décision sur ces phénomènes-là, sur cette mission environnementale qui finalement doit être celle de tous? Frédéric, peut-être?
Déjà, il y a un vrai principe de réalité, c'est qu'il faut avoir les moyens d'habiter en ville. Parce qu'on peut se faire plaisir autant qu'on veut. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne peuvent pas habiter en ville parce que c'est trop cher. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les centres de décision et les centres d'activité économique sont quand même encore en ville, puisqu'on est dans un monde, notamment en France, qui est de plus en plus un monde serviciel et de moins en moins industriel. Avant, l'industrie, elle était dans les périphéries des villes. Aujourd'hui, les services, ça se passe dans les villes. Donc, il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, les gens habitent trop loin de leur lieu où ils travaillent. C'est ça la problématique. Alors, il y a plein de dispositifs pour faire ça. Transition pour vous dire que, oui, la décision, notamment en termes de financement et d'accompagnement, elle doit être sur le terrain, encore une fois. Sinon, on est sur des macro-décisions qui sont tellement loin de la réalité du quotidien. Il y a tellement de quotidiens, en fait. Il n'y a pas un quotidien. Il y a autant de quotidiens que de lieux de vie. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, il faut avoir ce pragmatisme-là. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'écologie un peu gadget, qui est un peu incantatrice ou incantatoire, je ne sais pas comment le dire. Mais à un moment ou à un autre, l'écologie, si elle veut survivre et vivre, il faut qu'elle soit ancrée sur des choses réelles. C'est ça qui est essentiel. Et nous, on le fait dans notre métier d'immobilier, mais on peut le faire dans d'autres dimensions, et c'est ça qui est essentiel, au bon sens. Corinne, vous avez été ministre de l'Environnement. J'imagine que c'est une question forcément qu'on se pose quand on est au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les problématiques étaient quand même, elles étaient déjà là pour beaucoup d'entre elles, enfin pas avec la même acuité, je dirais. Les choses ont, comme en 20 ans, quand même, se sont beaucoup aggravées. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est possible qu'avec une approche globale, non pas globale au sens de on fait remonter tout à Paris, mais globale au sens d'il faut prendre tous les sujets. Par exemple, le développement du télétravail, le fait qu'on a aujourd'hui des bureaux partagés. C'est-à-dire qu'une personne va aller une fois par semaine à son bureau et travailler 4 jours sur 5 chez elle. Bon, ça change complètement la donne. Ça permet effectivement de s'éloigner de son lieu de travail avec moins d'inconvénients qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc on voit bien que toute l'histoire de la société connectée, la transformation liée à la connectique, rejoint nos problèmes. Puis il y avait un deuxième point très vite sur lequel je voulais insister, c'est que la problématique des grandes villes de pays développés et celle des villes des pays du Sud, je pense aux mégalopoles brésiliennes ou africaines, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que ces villes grossissent? Tout simplement parce que les gens n'ont plus de travail, et plus de possibilité de vivre, c'est même pas de travail, de se nourrir. Et que donc ils vont s'agglutiner en ville dans l'espoir de trouver du travail. Et puis comme ils n'en trouvent pas, ensuite ça fait les drames que nous connaissons, qui traversent la Méditerranée, etc. Donc là aussi, il faut avoir une approche globale. Et plus on développera l'agriculture locale, la possibilité de disposer d'eau, donc ça renvoie aussi à la question des énergies renouvelables pour faire de la désalinisation d'eau de mer qui permet d'avoir de l'eau, qui permet de développer de l'agriculture locale. Donc vous voyez, on a un cercle et on ne peut pas traiter un sujet en prenant un bout du sujet, ça ne marche plus. Ça. Il faut vraiment avoir une vue globale. Et puis, effectivement, l'un d'entre vous l'a dit, les décisions qui sont prises par les pays du Sud et qui ne sont pas toujours les plus opportunes, si je puis dire, sur les sujets qui nous concernent. Alors, on s'approche de la fin du temps qui nous est imparti. Peut-être pour terminer, en quelques mots rapidement, comment est-ce que vous imaginez votre ville idéale, ville verte, ville durable? Qu'est-ce que vous rêvez à titre personnel pour la ville de demain? Hugo, peut-être. Alors, juste très rapidement, moi je vois une ville demain où tout le monde est acteur de cette ville et forcément prendre part à son quotidien et n'attendre pas en fait des acteurs divers et variés qui mettent en place des systèmes pour être bien et avoir plus de bien-être dans son quotidien. Et effectivement, ça va passer aussi sur un travail d'image, on n'en a pas trop parlé, mais c'est nécessaire demain de décloisonner l'enjeu de la ville de demain, l'enjeu de l'agriculture, l'enjeu de la révolution verte, et donc de déringardiser ce côté être acteur de ce développement durable, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être très vu comme étant marginal ou un sujet d'une certaine élite, alors qu'en fait, ça concerne tout le monde, et tout le monde a à prendre part à cette ville de demain. Henri, en 2 mots. Une ville ou un territoire où quand je me lève le matin, je sais très bien quelle est la source de l'énergie et d'où vient ma nourriture et je sais qui sont les personnes qui l'ont produite et où il y a beaucoup plus de biodiversité et un lieu de travail qui n'est pas loin.
Frédéric, si vous avez encore des choses à ajouter. Ouais, une ville avec des habitats dans lesquels je vis d'amour et d'eau fraîche et d'air sain. C'est pas mal. Corinne, le mot de la fin vous revient. Mais écoutez, je pense qu'à Paris, on a la chance de vivre dans une ville avec un patrimoine historique fantastique, bien de redécouvrir ce patrimoine sans voiture, ou avec des petites voitures très peu polluantes et très peu de voitures, et à la place, effectivement, beaucoup de verdure. Je pense que ce serait quelque chose de tout à fait intéressant, d'abord comme projet, et puis qui nous permettrait de lier le patrimoine qui nous a été laissé, et l'eau fraîche et l'air pur.